En octobre aux Amériques, les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 ont d'abord animé le Sud. Deux rendez-vous étaient au programme, deux rendez-vous qui permettent aux deux géants Brésil et Argentine d'engranger 6 points. Parfois dans la douleur pour l'Albiceleste, mais avec notamment un succès important en Bolivie, une terre qui laisse souvent de mauvais souvenirs aux Argentins. Derrière, la plus forte impression est laissée par la Colombie, qui écrase le Venezuela et surtout montre un équilibre parfait face au Chili. Si l'on retiendra les larmes de Falcao, qui égalise dans les arrêts de jeu, on notera surtout l'énorme domination des Cafeteros en terre chilienne. Suivent ce trio le Paraguay, auteur d'un nul chez lui face au Pérou et victorieux au Venezuela, et le duo Équateur-Uruguay, une céleste tombée à Quito après avoir arraché un précieux succès chez elle face au Chili. En queue de classement, on trouve la Bolivie, avec 2 défaites, dont un cinglant 0-5 au Brésil. Une Bolivie en pleine crise institutionnelle, depuis le décès de son président de la fédération, César Salinas l'été dernier, et sportive. Le sélectionneur César Farias a isolé ses joueurs pendant 50 jours pour un résultat catastrophique. Il est aussi accusé de chantage et d'extorsion auprès des joueurs. Des joueurs que certains clubs ne veulent même plus envoyer en sélection. Pendant ce temps, le championnat local est le dernier d'Amérique du Sud à ne pas avoir repris, mettant à mal l'économie déjà précaire des clubs. Plus calme, au nord, la CONCACAF va conclure sa Champions League. Stoppée en mars dernier, en quart de finale, la Conca Champions va suivre le modèle européen pour se conclure en décembre. 3 quarts de finale aller avaient déjà été joués, dont celui des Tigres de Gignac ou l'explosif América Atlanta. Un seul n'avait pas eu lieu, le choc entre Los Angeles FC et Cruz Azul. Ce dernier se jouera sur un match sec, tout comme les demi-finales et la finale. Les matchs sont prévus entre le 15 et le 22 décembre prochain sur un hub. Autre information venue du Nord, la CONCACAF change sa Gold Cup. L'homologue nord-américaine de l'Euro modernise son logo et décide surtout d'accueillir un invité, le Qatar. Un Qatar qui a participé à la dernière Copa América en 2019 au Brésil et qui donc l'été prochain enchaînera Copa América 2021 et Gold Cup 2021. Une première qui a une autre conséquence, la modification des qualifications pour la Gold Cup. 12 équipes s'étaient déjà qualifiées via la Nations League nord-américaine, 4 devaient s'y adjoindre via un processus de qualification. Avec l'entrée du Qatar, il n'y aura désormais plus que 3 places à jouer. Les qualifications se joueront probablement quelques semaines avant la phase finale. Le bilan est assez simple au niveau Argentine et Brésil. Il n'y a pas de surprise, concrètement. Les favoris sont là. On avait 7 Brésiliens au départ, on avait 5 Argentins. On va écarter un Argentin qui est Tigre parce que c'est une équipe de D2 et qui n'a pas joué depuis 6 mois, en plus d'être une équipe de D2. Donc franchement, on savait que ça allait être compliqué pour eux, même en jouant de toute façon. Et puis sinon, on s'aperçoit que sur les 4 Argentins qui restent, les 3 géants Racing, Boca, River sont passés. Boca et River gagnent leur groupe. Le Racing termine deuxième. Il n'y a que Defensor Justicia qui tombe au terme d'un scénario de fou, c'est-à-dire qu'ils perdent à la dernière seconde, quasiment, la dernière seconde, dans les 10 dernières minutes du dernier match. Ils perdent leur place en Libertadores en prenant par exemple un but à la 91e minute, enfin bref, mais ils vont en Sudamericana, donc c'est pas un véritable échec parce que Defensor Justicia c'est un petit club. Et côté Brésil, voilà, côté Brésil, on sait que ce sont les favoris. On a presque peur parfois que ça finisse en Coupe du Brésil, la Copa Libertadores, pour dire les choses. Il y a 7 Brésiliens au coup d'envoi de la compétition, ça fait beaucoup. Concrètement, on en a 6 qui sont passés en 8e de finale. On en a 4 qui sont premiers de leur groupe, Palmeiras, Flamengo, Grêmio et Santos. On en a 2 qui finissent deuxième, mais il y en a un qui finit deuxième derrière un Brésilien, donc c'est pareil. Et puis il y en a qu'un qui s'est un petit peu raté, c'est Sao Paulo qui termine 3e de son groupe et qui était dans un groupe compliqué parce qu'il y avait River et parce qu'il y avait la LDU. On savait que ça allait jouer avec la Liga de Quito, on y reviendra, mais voilà, Sao Paulo, et puis c'était un peu compliqué la construction de l'équipe, mais voilà, et au final on a quand même beaucoup de chances que ça se termine en un Argentine-Brésil, voire une Coupe du Brésil, cette Libertadores, comme d'habitude malheureusement. Ouais, il y a eu dans les enseignements, il y a eu la malédiction classique Peñarol pour les Uruguayens, c'est-à-dire qu'ils ont 9 points, ils ne sont pas qualifiés, ce qui est un bon total. Mais comme ils ne sont pas capables de prendre des points à l'extérieur, ils finissent par se faire éliminer. Mais le véritable échec cette année, c'est vraiment la Colombie. On a Junior de Barranquilla qui finit 3e, mais qui n'a jamais véritablement été en position de pouvoir aller vers les 8e de finale. On a l'América qui pouvait viser aussi la 3e place, même pas la 2e, mais la 3e place, et qui s'est écroulé sur la phase retour en ne prenant que 3 points sur justement cette phase retour, et qui perd sa qualification sur
penalty à la 91e minute du dernier match, hein, donc qui perd sa 3e place là. Et puis, on a Independiente Medellín qui est pas capable de gagner un seul match à domicile. On sait que généralement, je le disais avec Peñarol il y a un instant, on est quasi en Amérique du Sud, on prend beaucoup de points à domicile et c'est à l'extérieur qu'on va chercher une qualification. Independiente Medellín, lui, n'a rien gagné chez lui et donc sort d'un groupe qui était franchement largement à sa portée parce qu'il n'y avait pas non plus une grosse adversité. Et on avait Tolima, qui est la meilleure équipe colombienne, qui a été sortie en barrage. Et en fait, c'est un véritable échec cette année. Et si on étend un petit peu, c'est limite une tendance qui est en train de se dégager en Colombie. Parce que depuis le titre de l'Atlético Nacional en 2016, il y en a eu 17 clubs colombiens qui se sont présentés sur la ligne de départ d'une Libertadores. Il n'y en a qu'un seul qui est allé en huitième de finale. C'était l'Atlético Nacional en 2018. Donc ça fait peu. Au final, derrière, ils ont fait 11 phases de groupe et 5 éliminations sur les tours préliminaires. Voilà, il y a un vrai problème en Colombie. On commence à se dire que oui, peut-être que la Sudamericana est plus taillée pour ce pays-là et pour ces pays-là, mais c'est un débat qui s'étend à l'Uruguay, au Chili, etc., puisque je disais, Argentine, Brésil sont tellement au-dessus. Voilà, on va voir. On a eu Junior qui avait fait une demi et une finale de Sudamericana en 2017 et 2018. Ils étaient 3 en quart de finale de 2018. Là, ça part moyennement cette année. À voir, mais c'est compliqué pour la Colombie. Alors, la vraie surprise, qui est une demi-surprise pour les gens qui suivent véritablement ce coin-là, pour les experts, voilà, les aficionados de football sud-américain qui regardent un petit peu au-delà de l'Argentine et le Brésil. On a eu une belle surprise qui est des Boliviens avec Wilstermann qui a gagné son groupe, c'est pas anodin. Mais la vraie sensation, c'est les Équatoriens qui envoient 3 équipes en huitième de finale. Depuis que les huitièmes de finale ont été instaurés, c'est-à-dire depuis 98, ça n'était jamais arrivé. Hein. Donc, ce n'est pas anodin. Il y a 3 Équatoriens en huitièmes de finale. Il y a la Liga de Quito qui a longtemps été leader de son groupe, qui a perdu sa première place en perdant face à River. On a Delphine qui a arraché sa qualif à la dernière journée. Et on a surtout l'équipe dont tout le monde parle en Amérique du Sud, Independiente del Valle, qui a gagné la Sudamericana l'année dernière, ce qui est déjà une sacrée perf, et qui, par exemple, cette année en Libertadores, a passé 5-0 à Flamengo, le tenant du titre. Donc voilà. Ouais, voilà. on fait pas semblant, donc il va falloir faire très, très attention aux Équatoriens. Il y a évidemment parfois, pour certains, l'effet altitude quand on va jouer à Quito, c'est sûr, mais il y a aussi un effet qualité parce que ces équipes-là savent prendre des points aussi en déplacement. Le danger vient d'Équateur, clairement. Alors, l'Inter Miami, l'histoire de l'Inter Miami, elle démarre, et de l'Inter version, enfin le club de Beckham, hein, parce que c'est le club de David Beckham. Ça démarre en 2007, concrètement, quand David Beckham arrive en MLS. Il passe une sorte de deal avec la Ligue qui lui donne la possibilité de créer sa propre franchise pour une somme vraiment modique, 25 millions de dollars, pour donner un référentiel, pour comparer. Au moment où l'Inter Miami est créé, normalement, pour entrer en MLS, il faut débourser 150 millions de dollars. Ah oui, donc, il a vraiment eu un rabais. Il y avait eu des premières approches à Miami en 2012. Le Barça a essayé de implanter une filiale aux États-Unis. On le voit, hein, par exemple, avec le groupe Citigroup qui avait placé New York City, par exemple. Ouais. Mais Barça a essayé déjà en 2012 avec un homme, Marcelo Claure, qui est accessoirement le président de Bolívar, qui est un club bolivien. Et on trouve cet homme-là, Marcelo Claure, avec David Beckham à l'Inter Miami. Donc, c'est une vieille histoire. C'est une histoire qui a 13 ans, qui a fini par prendre forme et s'installer en MLS. D'accord. Et justement, Miami est une ville historique du foot? Oui. Alors, Miami, c'est pas un choix anodin. C'est un véritable bassin de foot. On le sait, il y a une forte communauté hispanique. 70% de la population est hispanique ou d'origine hispanique à Miami. C'est d'ailleurs, ça se reflète sur le nom du club. Le club s'appelle Club Internacional de Fútbol, en espagnol. Donc, voilà. C'est fait exprès, mais c'est surtout une ville qui a un glorieux passé. Alors, pour les aficionados de la MLS, il y a eu le Miami Fusion, qui a été l'une des 2 franchises de la MLS qui ont été sacrifiées après la crise de 2001. Hein. Ils ont sauté en 2002. Et à cette époque-là, c'était la meilleure équipe de la phase régulière. Ils étaient en finale de conférence.
Et puis bien avant, il y avait une autre équipe à l'époque de la NASL, donc à l'époque de Pelé au Cosmos, etc., etc. Ouais, voilà. Il y avait les Fort Lauderdale Strikers, une équipe dans laquelle on a vu passer George Best, Théophile Koubias, Gordon Banks. Voilà, c'est à l'époque dorée de la NASL. C'est une équipe qui a pesé dans les années 70-80. Donc il y a une vraie fanbase, une vraie origine. D'ailleurs, actuellement, l'Inter Miami joue au Lockhart Stadium de Fort Lauderdale, là où jouaient les Strikers autrefois. Donc voilà, on garde cet héritage-là. Et cette fanbase, on le voit, elle est présente parce que l'Inter développe auprès de la communauté hispanique, mais essaye de devenir un peu le club de la hype. On joue beaucoup sur l'image de David Beckham, etc. Ouais. Et on voit l'impact sur les réseaux sociaux. C'est pas un détail. Ils ont plus d'1 million de followers cumulés entre Instagram, Twitter et Facebook. Et en 2019, par exemple, c'est des données qui sont données parce qu'on sait qu'aux États-Unis, ils regardent tout au niveau des statistiques. Ouais. L'année dernière, en 2019, il n'y avait que 7 équipes de la MLS qui avaient plus d'1 million de followers cumulés. Donc, ce n'est pas anodin. Ça marche, il y a une vraie hype, mais aussi parce qu'il y a une tradition. L'arrivée d'Higuaín et de Matuidi, elle est dans cette suite logique. On a parlé de jouer sur une hype, de jouer sur… Et forcément, si tu veux attirer, il faut des stars. Ça, c'est valable dans tous les pays du monde. Ouais. Mais l'avantage de faire venir des joueurs comme Higuaín et Matuidi, c'est de placer véritablement Miami sur la carte mondiale. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, l'Inter Miami, ce n'est pas une énième franchise de MLS, c'est une franchise qui veut peser. Alors, évidemment, c'est un signe de nouvelles ambitions. Évidemment, ça va prendre un petit peu de temps parce qu'ils sont arrivés en cours de saison, que le début de saison avait été compliqué, que c'est une nouvelle franchise. Donc, il y a beaucoup de choses. Ce sont deux hommes qui, il faut le dire quand même, arrivent dans une franchise solide en termes de construction sportive. Il faut quand même se rappeler que le directeur sportif, c'est Paul McDonough, qui était l'homme qui a construit l'Atlanta United, qui est déjà un succès, même si c'est compliqué cette année, mais qui a été un succès, qui a gagné le championnat avec une équipe assez incroyable. Donc, avec toujours ce mélange d'habitués de la MLS et de jeunes pépites souvent sud-américaines. Et là, donc, ils ont ajouté quelque chose de plus. C'est les stars à dimension mondiale. Parce que quoi qu'on en dise, Higuaín et Matuidi sont des joueurs à dimension mondiale. Et donc, voilà, ça montre de véritables ambitions qui sont que l'Inter Miami n'a pas envie d'être une franchise comme une autre et de toute façon ne sera pas une franchise comme une autre. Il se nomme Brenner Sousa da Silva et tout le monde l'appelle plus simplement Brenner. Du haut de ses 20 ans, il est l'attaquant du mois à Sao Paulo, son club formateur. Lancé à 17 ans par la légende Rogerio Ceni en 2017, il était l'espoir du peuple pauliste à l'époque, un espoir qui avait eu du mal à confirmer. Il aura donc fallu un homme pour l'aider. Fernando Diniz, celui qui est actuellement l'entraîneur de Sao Paulo, avait déjà décelé ce talent. Psychologue de formation, il l'avait emmené avec lui à Fluminense pour s'en occuper plus particulièrement, estimant que pour ce garçon, tout avait été trop vite et qu'il avait été promu trop tôt en équipe première, sans passer par les moins de 20 ans, sans avoir à appréhender la pression et les contraintes que cela imposait. Alors Diniz a terminé l'éducation de Brenner. Il ne lui a pas appris à devenir footballeur, comme il dit, mais à prendre surtout le football au sérieux. Paris gagné, rapide, doté d'un sens du but impressionnant et d'une belle lecture de jeu, la machine à but Brenner est désormais lancée. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 14 buts en 23 apparitions, 10 lors des 9 matchs disputés en octobre. Avec Sao Paulo, il tourne à 0,6 buts de moyenne par match, la meilleure performance d'un attaquant paulista depuis Luis Fabiano en 2012. Une performance qui, bien évidemment, devrait attirer quelques regards. En novembre, le Nord va s'enflammer pour les playoffs de la MLS et de la Liga MX, les deux championnats majeurs de la zone qui vont donc lancer leur sprint final vers le titre. Au Sud, novembre débute par 2 journées d'éliminatoires avec, comme principales affiches, Colombie-Uruguay et Chili-Pérou pour la 3e journée, Uruguay-Brésil et Pérou-Argentine pour la 4e journée. À peine le temps de souffler, l'Amérique du Sud s'embrasera alors pour la phase finale de la Copa Libertadores avec les matchs allés des 8e de finale dominés par 2 énormes affiches, Racing Flamengo et Internacional Boca Juniors.